Ai-je fait un saut dimensionnel? Je n'en sais rien, mais jamais je n'ai vécu quelque chose d'aussi troublant. Je n'arrive pas à me sortir ça de la tête, et je ne cesse de réfléchir à ce que ça pouvait être. Je vais régulièrement à la salle de sport, et j'y étais hier. La plupart du temps, je vois les mêmes personnes, comme si nous avions le même emploi du temps. C'est une petite salle où viennent 3 autres habitués que je connais, mais cette fois, il y avait une famille, père-mère d'environ 30 ans et leur enfant peut-être 6 ans. Ils s'entraînaient tranquillement, testant les poids et les techniques tout en discutant, tandis que l'enfant interrompait sans cesse sa mère, parlant de tout et de rien, un gamin énergique, curieux de toucher à tout. C'est là que ça devient très étrange. Je faisais des exercices sur la machine à câble, travaillant mes épaules, juste une session légère pour m'étirer. Je faisais mes répétitions en regardant par la fenêtre, puis après 10 répétitions, environ 20 secondes, je me retournais vers la salle, puis à nouveau vers la fenêtre, etc. J'avais encore 10 minutes de séance, donc environ 20 minutes restantes. J'avais des écouteurs avec de la musique en fond sonore, mais assez faible, donc je pouvais entendre ce que la famille disait et faisait. J'étais curieux de connaître leur objectif, car je ne les avais jamais vus auparavant. J'étais en train de faire mes répétitions. Je pouvais entendre l'enfant s'agiter, dérangeant sa mère, et son père lui expliquer comment soulever les haltères. Puis j'étais sur ma 7e répétition, puis 8, et là, brusquement, coupure de courant, lumière éteinte, ventilateur arrêté. Mais au même instant, la famille et l'enfant se sont instantanément tus, comme si quelqu'un avait éteint une télévision, diffusant une émission en fond sonore. Dès que le courant a sauté, c'est comme si la télé avait été coupée aussi. Tout s'est tu en une fraction de seconde. J'ai trouvé ça bizarre, mais j'ai terminé mes 2 dernières répétitions, 9-10 en 3 secondes, puis je me suis immédiatement retourné pour voir pourquoi la famille s'était soudainement tue, pile au moment où la salle était plongée dans le noir. Et il n'y avait plus de famille, personne. Les poids qu'ils avaient laissés par terre, disparus. J'ai froncé les sourcils, regardé autour, marché jusqu'au couloir qui mène à la sortie, puis je suis sorti dehors. Rien, personne. Il faut du temps pour ramasser des poids, marcher jusqu'au couloir, ouvrir une porte et sortir. Il n'y a aucune chance que tout ait été nettoyé et vidé en 3 secondes. Même si quelqu'un sprinte à pleine vitesse, il lui faudrait au moins 10 secondes pour atteindre la sortie, ouvrir et fermer la porte. Mais là, absolument personne. Je suis rentré dans la salle, j'ai regardé les autres membres de la salle pour voir s'ils étaient choqués ou confus. Mais pas du tout. Ils continuaient leur entraînement comme si de rien n'était. Les lumières étaient toujours éteintes et j'ai ressenti un très mauvais pressentiment en regardant leurs visages et leurs mouvements. Ils avaient l'air de robots, comme si je n'étais pas censé être là, ou pire, comme s'ils ne pouvaient pas me voir. Je suis sorti immédiatement et j'ai marché vite jusqu'à chez moi. Ce truc m'a profondément perturbé et je n'ai pas pu dormir. Je rentrais du Colorado au Texas en voiture avec ma femme à côté de moi et mon plus jeune fils endormi à l'arrière. Il était très tard et j'étais épuisé. Je me suis perdu dans mes pensées, complètement distrait, sans prêter attention à la route devant moi. Soudain, je suis revenu à la pleine conscience et j'ai vu que ma voie, la voie de gauche sur l'autoroute, arrivait à sa fin. Juste devant nous, plusieurs pylônes bloquaient la route. Je n'avais que quelques secondes pour me déporter à droite, alors j'ai jeté un coup d'œil rapide pour voir si la voie était libre. Elle ne l'était pas. Un semi-remorque était à ma droite, sa cabine à peu près parallèle à la banquette arrière et au coffre de ma voiture. Je pense que c'est le bruit du camion qui m'a sorti de ma torpeur. Je roulais à environ 105 km/h et mes options étaient soit de freiner brutalement et percuter les pylônes ainsi que ceux qui se trouvaient derrière, je ne pouvais pas voir, soit prier pour avoir de l'espace sur la droite en espérant que le conducteur du camion remarque ma situation et ralentisse ou s'écarte aussi vite que possible. J'ai relâché l'accélérateur et me suis rapidement déporté sur la droite pour éviter les pylônes et espérer garder le contrôle de la voiture. Elle a quand même un peu dérapé, mais nous avons réussi à passer. J'ai tourné la tête à droite, plus aucun semi-remorque à l'horizon, personne autour de nous. J'ai regardé ma femme et elle était livide.
Je lui ai demandé si elle avait vu le semi-remorque, et elle a hoché la tête en disant qu'il était bien là, juste à côté de nous, quand j'ai changé de voie. Elle s'est retournée et a regardé partout derrière nous. Aucun semi-remorque, aucun accident. Les voitures derrière continuaient leur route comme si de rien n'était. Celles venant de l'autre côté aussi, comme si le camion s'était simplement évanoui dans la nature. Je n'avais jamais pensé que cette expérience pouvait être une sorte de bug, mais je n'ai aucune explication logique. En 2010, j'ai soudainement eu une migraine qui a duré 2 mois et demi. Pour préciser le contexte, j'avais 37 ans, j'étais mariée, j'instruisais mes 2 enfants à la maison, je ne buvais pas et ne consommais aucune substance. J'avais emmené un groupe d'enfants à un concert et le lendemain soir, j'ai senti qu'un mal de tête arrivait, alors j'ai pris de l'ibuprofène. Je n'ai jamais de migraine. En fait, jusqu'à ce moment-là, la dernière dont je me souvenais remontait à mon adolescence, et depuis cet incident, je n'en ai jamais eu d'autres. La douleur s'intensifiait, l'ibuprofène ne m'aidait pas, alors j'ai pris du Tylenol, 2 heures plus tard de l'aspirine. Je me suis dit que ça venait peut-être du ménage de printemps ou du concert, même si j'y allais souvent. Peut-être un mélange des deux. Je suis allé me coucher tôt, pensant qu'une bonne nuit de sommeil suffirait à me remettre sur pied. Ce ne fut pas le cas. Le lendemain matin, la douleur était bien pire. Je ne peux la décrire que comme une pression constante, comme si quelqu'un tordait mon cerveau, telle une éponge de cuisine. Et ça ne s'arrêtait jamais. Moins de 24 heures après le début de la migraine, je ne pouvais ni manger, ni dormir, ni même rester debout plus de quelques secondes. Curieusement, la lumière vive et les bruits forts ne me dérangeaient pas, probablement parce que ma douleur était déjà bien au-delà de 10 sur l'échelle de la souffrance. J'ai consulté plusieurs médecins et spécialistes, subi de nombreux examens, mais tous les tests et scanners étaient normaux. J'ai fait 3 séjours aux urgences, mais apparemment, un hôpital ne vous admet pas juste pour une gestion de la douleur. On me renvoyait donc chez moi avec un cocktail de médicaments, il ne faisait rien, sauf me rendre malade au point de perdre connaissance. Les premières semaines, j'ai cru que j'allais mourir. À partir de la 3e semaine, j'espérais mourir. Je n'avais jamais ressenti une douleur aussi insupportable, ni avant ni après cet épisode, et pourtant j'ai accouché sans aucune intervention médicale, et j'ai même expulsé un calcul rénal chez moi sans antidouleur, alors qu'il était énorme, juste pour vous donner une idée de ma tolérance à la douleur. On m'a diagnostiqué une migraine d'origine inconnue, mais plus que d'avoir un diagnostic précis, je voulais simplement du soulagement. J'avais perdu 13 kilos parce que je ne pouvais pas manger, et quand j'y arrivais, je ne le gardais pas. Les médecins de ma région m'ont finalement dit qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Leur méthode habituelle n'avait aucun effet, et j'étais sûre que certains d'entre eux pensaient que je simulais, bien que personne ne me l'ait jamais dit en face. J'avais tellement mal que je souhaitais la mort. Je vous jure que j'en viens au bug. Je voulais donner le contexte pour que vous ayez une compréhension complète de l'événement. Au bout de 2 mois, ma mère a trouvé un médecin spécialisé dans le traitement et la gestion des migraines. J'ai appelé pour prendre rendez-vous et ils voulaient me voir le jour même. Leur cabinet était à 60 km. Mon mari ne pouvait pas quitter son travail, mes enfants ne conduisaient pas encore et ma mère vivait dans la même ville que le médecin, donc elle n'avait pas le temps de venir me chercher. Je devais conduire moi-même. Je n'avais pris aucun médicament depuis la veille à 21h, soit environ 15 heures avant le trajet. Je suis partie seule sans y réfléchir à 2 fois. Mais voici ce qui s'est passé. Environ 25 km après le départ, j'ai ressenti comme un blackout, probablement parce que la douleur était insupportable. Je ne pense pas avoir perdu connaissance car je conduisais, puis soudainement, j'étais allongée à l'arrière du véhicule. Je ne me souviens pas avoir rampé jusqu'à l'arrière. Je n'ai pas arrêté la voiture. J'étais sur des routes de campagne et je me rappelle avoir regardé par la fenêtre et vu les arbres défiler. À un moment donné, je me suis assise et j'ai aperçu la maison de l'ami de ma mère. Sa voiture n'était pas là et son jardin avait besoin d'être tondu. Puis j'ai de nouveau posé ma tête et la prochaine chose dont je me souviens, c'est d'être garée devant le cabinet du médecin. Je conduisais à nouveau.
Je n'ai pas parlé de cet épisode au médecin, car j'avais peur qu'il me prenne pour une folle, surtout qu'aucun spécialiste n'avait pu identifier l'origine de ma migraine. J'en ai parlé à ma mère et ça l'a inquiétée. Mon mari, désormais ex-mari heureusement, n'a pas cru un mot de mon histoire, alors j'ai arrêté d'en parler. Je savais que ça semblait totalement délirant, et je savais que les gens penseraient que j'avais halluciné à cause des médicaments ou de la douleur. Peut-être que c'était le cas. Je n'en sais rien, mais ce dont je suis sûre, c'est que ma mémoire de ce moment est très claire. J'étais allongée à l'arrière du SUV, me reposant pendant que quelque chose ou quelqu'un conduisait à ma place, et ça m'a probablement sauvé la vie. Pendant 2 ans, j'ai cru que cet événement relevait de l'effet Mandela, mais après avoir lu certaines histoires, je commence à penser que c'était peut-être un bug dans la matrice. J'hésite à raconter cette histoire. Personne ne me croit, même mon mari, qui a pourtant vu toute la scène, mais allons-y. Mes voisins d'en face sont mariés et attendaient un bébé. La femme est une petite blonde, au physique mince et délicat. Nous nous saluons tous les jours en nous faisant signe de la main et des bonjours à travers la rue. Elle accouche, ils partent à l'hôpital. Une semaine plus tard, je vois que leur voiture est de retour, alors je prépare des cookies pour les féliciter. 1 ou 2 jours passent, et je vois une grande femme brune, assez costaud dehors avec un bébé. Je lui fais signe, pensant que c'est une parente venue aider avec le nouveau-né. Encore quelques jours passent, et je vois le mari dehors avec la brune et le bébé, alors je vais leur apporter les cookies. Et là, c'est elle. C'est bien la femme du voisin, même prénom, même personnalité, même attitude, sauf qu'elle est maintenant une brune, plutôt grande, originaire des îles du Pacifique. Le mari ne relève aucune différence et elle me parle exactement comme elle l'a toujours fait, mais ce n'est pas la même personne. Mon mari a aussi remarqué. Nous avons plaisanté disant que son mari avait peut-être échangé sa femme à l'hôpital, mais lui aussi finit par se convaincre qu'elle a toujours été cette femme, bien qu'il se rappelle clairement qu'elle était blonde et très blanche. J'ai l'impression que tout le monde est devenu fou. Ça fait presque 2 ans depuis ce changement, et c'est toujours une grande brune assez costaud. Et maintenant, j'en viens à me demander si c'est moi qui ai perdu la raison. Ma seule consolation est que mon mari s'en souvient aussi, même si c'est plus vague. Il y a peu de temps, j'ai retrouvé une photo d'elle et l'ai montrée à mon mari hier soir. Il est un peu déstabilisé. Ce mec n'est pas du tout du genre conspirationniste, mais il s'en souvient aussi. Il a commencé à poser des questions, essayant d'imaginer ce qui a pu se passer. Je l'ai convaincu d'aller à l'église ce matin où notre voisine disait aller. J'ai parlé brièvement avec le pasteur et lui ai dit que ma voisine m'avait recommandé son église. Il était content qu'elle invite des gens, mais surprise, elle n'y allait plus depuis l'accouchement. Apparemment, elle a changé d'église pour une plus proche au moment où elle a accouché. Alors je ne sais plus quoi faire, sauf sonder un peu le quartier et trouver une excuse pour passer du temps avec elle. J'ai supporté la chaleur toute la semaine, acheté des fleurs et passé beaucoup trop de temps dehors à essayer de croiser mes voisins. L'ancienne dame d'à côté ne se souvient pas que la voisine était blonde. Mais sa fille 40 ans, oui. Elle m'a dit « Ah oui, c'était il y a quelques années ». Quand j'ai fait remarquer que son teint est maintenant mat, elle a froncé les sourcils et a dit qu'elle avait peut-être bronzé parce qu'effectivement elle semble plus foncée maintenant. J'ai ensuite parlé avec le voisin d'à côté de cette femme transformée. Lui et sa femme n'ont aucun souvenir de l'avoir vue blonde. Ils disent qu'elle avait déjà des cheveux foncés le jour de leur emménagement. Hier, j'ai enfin réussi à coincer ma voisine dehors. Je l'ai aidée à porter ses courses et j'ai parlé de l'église. Elle m'a dit beaucoup de bien sur son ancienne paroisse, mais aussi qu'elle avait besoin d'une église plus proche. Quand j'ai souligné que sa nouvelle église est en fait plus loin, elle a dit qu'elle ne savait pas, mais qu'elle avait l'impression qu'elle était plus proche. Quand j'ai expliqué que son ancienne église était dans notre ville, alors que la nouvelle est dans la ville voisine, elle m'a répondu que les routes secondaires faisaient juste paraître la distance plus courte. C'était étrange. Les routes secondaires sont sinueuses, longues et contournent la ville. Ça ne raccourcit jamais rien. J'ai abordé la couleur de ses cheveux. Je lui ai dit que je voulais devenir blonde pour camoufler mes premiers cheveux blancs et si elle avait des conseils.
Elle a ri et dit que la dernière fois qu'elle avait été blonde, c'était au lycée, que c'était un désastre et qu'elle ne recommandait pas. Je lui ai fait remarquer qu'elle était blonde juste avant son accouchement. Elle est devenue bizarre, presque sur la défensive, et a insisté sur le fait que non, que la seule fois où elle avait tenté le blond, c'était au lycée, mais c'était devenu orange, donc elle avait tout de suite teint en brun. J'ai dit que c'était peut-être la mémoire brouillée par la grossesse, car je me souviens très bien qu'elle était blonde avant l'accouchement. Elle a clôturé la conversation rapidement et m'a remercié, mais j'ai bien senti qu'elle était agacée. Plus j'enquêtais, plus mon entourage pensait que j'étais folle. J'ai une vie agréable, de bons parents, un mari et des enfants. Ils ne comprenaient pas pourquoi je devenais obsédée par ma voisine. Je suis toujours persuadée que quelque chose s'est produit, mais j'ai dû lâcher l'affaire pour éviter que ma famille me prenne pour une hystérique. Ma voisine ne vit plus ici. Les gens disent qu'elle et son mari divorcent. J'aurais aimé avoir une conclusion, mais je n'ai jamais eu de réponse. J'essaye d'accepter que cette expérience reste un mystère. J'ai toujours apprécié les histoires étranges ou intrigantes, mais pour être honnête, je ne croyais pas vraiment que ce genre de choses pouvait m'arriver. J'ai toujours pensé que ces récits de bugs avaient une explication logique, ou peut-être même une touche d'exagération, mais maintenant, je ne suis plus si sûre. Je pense que je viens de vivre mon premier vrai bug dans la matrice, et depuis, ça me perturbe complètement. L'an dernier, j'ai acheté un bateau à moteur de 7 mètres. Ceux qui en ont déjà possédé un savent que c'est beaucoup de travail, surtout après l'hiver, pour le nettoyer, l'inspecter et le préparer à être remis à l'eau. Plus tôt ce printemps, j'ai passé 2 jours complets à faire tout ça. J'ai retiré la bâche d'hivernage, poli la coque, fait quelques petites réparations sur le moteur et inspecté minutieusement chaque élément avant d'établir ma liste de tâches pour la saison. Un problème m'a sauté aux yeux immédiatement et m'a sérieusement inquiété. Le pont en teck avait besoin d'une intervention. Comme c'est courant sur les bateaux, mon pont est composé de lattes de teck avec des joints Sikaflex noirs entre chaque interstice. Ce que j'ai vu n'était pas une simple usure, c'était un dégât visible et évident. Plusieurs bandes de Sikaflex s'étaient complètement détachées et pendaient hors de leur rainure. Elles ne se contentaient pas d'être décollées, elles sortaient littéralement telles des fils de caoutchouc en spaghetti, et pas seulement sur une partie du bateau, mais aussi bien sur le pont avant que sur la plateforme de baignade arrière. Je me souviens très bien avoir observé, touché et pensé « Je dois absolument réparer ça avant que l'eau ne s'infiltre sous le teck ». Je l'ai examiné sous différents angles, à plusieurs reprises, au cours des 2 jours où j'étais là. J'ai mentalement ajouté cette tâche à ma liste de travaux. Je savais que ce n'était pas un truc à remettre à plus tard. Si l'eau pénétrait sous les lattes, cela pourrait à terme nécessiter le remplacement complet du pont, un travail énorme et coûteux. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai fait mes recherches, j'ai lu des guides de réparation, regardé des vidéos, cherché la meilleure méthode pour refaire les joints correctement. J'ai acheté tout le matériel nécessaire, ruban adhésif spécial, pistolet à mastic, Sikaflex, racloir, tout ce qu'il fallait. Environ 100 $ en tout, j'étais prêt. Le week-end dernier, je suis retourné au bateau pleinement convaincu que j'allais passer une bonne partie de la journée à refaire les joints de Sikaflex. J'ai commencé par le pont avant. Je me suis accroupie pour évaluer à nouveau les dégâts, et tout semblait normal. Pas du genre quelqu'un a réparé ça, mais plutôt il n'y a jamais eu de problème. Les joints étaient uniformes, nets, bien scellés, aucun signe de caoutchouc pendouillant. J'étais perplexe, mais j'ai pensé que j'avais peut-être mal mémorisé l'endroit où se trouvaient les dégâts. Alors je suis allée voir la plateforme de baignade, pensant que c'était là que les joints étaient abîmés. Même chose, Sikaflex parfaitement intact, aucun trou, aucune fissure, aucun fil pendouillant. Je me suis accroupie à nouveau et j'ai examiné de très près les rainures pour essayer de repérer la moindre anomalie. Un déplacement, une auto-réparation, mais rien. Aucune trace de réparation, aucun résidu, aucune irrégularité, rien qui puisse laisser penser que le Sikaflex avait été arraché ou déplacé. Et pour être clair, ce n'était pas une confusion entre de nouveaux dommages et une usure ancienne. Ce que j'avais vu à l'origine était indiscutable.
Les bandes de Sikaflex pendaient hors des interstices et je les avais examinées plusieurs fois sur ces 2 jours. Je suis resté là, immobile, complètement perdu, à essayer de comprendre. Personne d'autre n'a accès au bateau. Je n'ai engagé personne pour faire la réparation. Je n'en ai même pas parlé à qui que ce soit. Ce n'est pas comme si les bandes détachées pouvaient miraculeusement retomber pile à leur place et se recoller d'elles-mêmes, et pourtant pas une seule fissure ne montre que le problème a un jour existé. C'est comme si ce problème n'avait jamais existé, comme si j'avais glissé dans une version légèrement différente de la réalité, où mon pont a toujours été intact. Je n'arrive toujours pas à expliquer ce phénomène. Est-ce que quelqu'un d'autre a vécu un truc comme ça? Je suis ouvert aux explications logiques, mais honnêtement, j'ai vraiment eu l'impression que la réalité s'était corrigée, que j'avais basculé dans une autre ligne temporelle. Un phénomène étrange m'arrive depuis environ 10 ans et je n'ai toujours pas trouvé d'explication logique. La première fois que cela s'est produit, c'était il y a plusieurs années, alors que je pêchais dans mon ruisseau à truite préféré. Ma fiancée de l'époque, je vais l'appeler Chloé, était avec moi. Elle s'était récemment cassé la jambe et portait un plâtre tout en utilisant des béquilles. Elle devenait folle à force de rester enfermée toute la journée et voulait faire quelque chose en plein air. Alors nous avons conduit jusqu'à un endroit que je connais comme ma poche et elle a décidé de s'asseoir sur un gros rocher pour lire pendant que j'allais pêcher en aval. Un sentier longe le ruisseau et à son extrémité se trouve un petit parking pour le sentier des Appalaches. La distance entre l'endroit où j'ai garé la voiture et le parking du sentier des Appalaches est d'environ 300 mètres. Après environ 1 heure, je retourne au rocher pour vérifier comment va Chloé, mais elle n'est plus là. Je vérifie la voiture, j'appelle son nom, mais il n'y a aucun signe d'elle. Pensant qu'elle est peut-être allée dans les buissons pour se soulager, je retourne sur mes pas et continue à pêcher en direction du parking où je la trouve en larmes, en pleine crise de panique. Selon Chloé, elle avait reçu un appel du travail lui demandant de venir cet après-midi et elle essayait de me retrouver pour me prévenir que nous devions rentrer. Elle affirme qu'elle a appelé mon nom plusieurs fois. Je n'ai rien entendu, puis ne me trouvant pas, elle s'est mise à me chercher. Le truc étrange, c'est que je n'ai jamais quitté le chemin. Je pêchais debout sur la berge. Je ne suis pas entré dans l'eau, je n'ai pas traversé le ruisseau. Elle était en béquille, donc il lui était impossible de passer devant moi sans me croiser directement. Pourtant, elle insiste sur le fait qu'elle ne me voyait pas. Il y a eu d'autres fois où les gens ont été sincèrement terrifiés en me voyant, affirmant qu'ils avaient regardé dans la pièce quelques secondes plus tôt et que je n'étais pas là. La plus récente a eu lieu il y a environ 1 an, alors que j'étais assis dans mon bureau. J'étais dans ma chaise, mais pas face à mon bureau. Une collègue qui utilise souvent mon ordinateur de travail pour imprimer des documents est entrée et s'est littéralement assise sur moi. Elle a hurlé comme si elle venait de voir un fantôme et jurait que la chaise était vide. Elle tremblait, son visage était livide. Elle est l'une des personnes les plus fiables et dignes de confiance que je connaisse. La chaise était noire et je portais une chemise bleu clair et un jean, donc ce n'est pas comme si je pouvais me fondre dans le décor. J'ai essayé de mettre ça sur le compte de blague, mais 10 ans c'est long pour orchestrer une plaisanterie impliquant plusieurs personnes dans différents lieux sans qu'elles se connaissent. J'ai lu des articles sur les glissements temporels, les projections astrales et les changements de dimension, mais rien ne semble correspondre, car je n'ai jamais ressenti aucune perte de temps ou de conscience, et à aucun moment je n'ai eu l'impression que quelque chose clochait. L'été dernier, août 2024, ma fille de 17 ans et moi
avons passé une journée à visiter les anciens établissements de bain de Hot Springs, dont la plupart ont été transformés en restaurants et boutiques de souvenirs. J'ai vécu un phénomène étrange qui m'a troublé pendant des semaines. Nous sommes entrés dans un bâtiment vers 10 heures du matin, et d'un côté, il y avait un restaurant moderne, élégant et aéré, avec de grandes baies vitrées donnant sur la rue. L'endroit était vide et pas encore ouvert, mais un employé qui préparait les tables nous a donné un menu à consulter. Les prix étaient très élevés, bien plus que ceux que je voulais dépenser pour un déjeuner, mais les entrées étaient plus abordables et je voulais vraiment manger là-bas. Il nous a indiqué l'heure d'ouverture et il nous a dit de revenir à ce moment-là. Ma fille et moi avons décidé que nous irions dans ce restaurant pour des entrées coûteuses à l'ouverture, puis que nous trouverions un endroit moins cher pour un vrai repas après. Nous avons passé les 2 heures suivantes à explorer les 3 rues de Hot Springs, qui est techniquement un parc national, bien qu'il s'agisse d'une rue publique avec une circulation normale. Ils ont restauré quelques pâtés de maison des anciens bains et transformé l'un d'eux en musée. C'est littéralement seulement quelques rues du début à la fin, avec un parking exclusivement en bordure de trottoir. Nous avons fait un soin pour les mains et les pieds au 2e étage d'un vieux hôtel spa étrange, parcouru les boutiques de souvenirs, etc. Puis à midi, nous avons pris la direction du restaurant, mais il n'était plus là. Il faisait une chaleur accablante, près de 38 degrés, et nous étions épuisés sous le soleil brûlant en marchant sur cette courte avenue sans trouver l'endroit. Nous avons fait demi-tour et commencé à marcher dans l'autre sens, et au bout de quelques minutes, ma fille a pointé du doigt et dit « Le voilà !» J'ai regardé et vu un restaurant miteux que je me souvenais vaguement d'avoir vu en passant, mais où nous n'étions pas rentrés. Je lui ai dit que ce n'était pas là et incité pour continuer à chercher. Nous avons parcouru toute la rue sans retrouver le restaurant élégant. La chaleur était tellement insupportable que j'ai finalement cédé. D'accord, mangeons ici. Et c'est là que ça devient étrange. Nous sommes entrés et elle a dit « Tu vois maman, c'est bien le même endroit. » J'étais perplexe. C'était un restaurant complètement différent. À l'entrée, il y avait un podium où le serveur se tenait et une vitrine réfrigérée avec des tartes sur la gauche. Pas exactement un décor chic. J'ai demandé à voir le menu et c'était exactement le même que celui que j'avais vu dans l'autre restaurant. Même prix élevé et les mêmes entrées que nous avions prévu de commander. Troublé, j'ai demandé au serveur s'il possédait un autre restaurant, car un autre endroit sur cette rue avait exactement le même menu. Il a répondu que non, à moins que quelqu'un ait copié leur carte. Je me suis senti encore plus perdu lorsqu'il nous a conduites à travers un couloir derrière lui, passé une courte allée et un ascenseur pour déboucher sur un restaurant à l'arrière. La décoration était élégante mais datée, dans un style années 70, avec des murs en bois sombre et des plantes dans des jardinières et très peu de fenêtres. L'autre endroit était blanc, lumineux et ouvert avec de grandes vitres donnant sur la rue. Celui-ci ressemblait plutôt à une sorte de cave enfouie à l'arrière. Ma fille et moi nous sommes assises avec nos menus et elle a commandé une entrée dont nous avions parlé 2 heures auparavant lorsque le serveur nous avait montré les menus. Je répétais sans cesse, mais c'était dans un autre endroit. Une dispute a éclaté, je ne cessais d'insister sur le fait que ce n'était pas le même restaurant alors qu'elle affirmait le contraire. Nous avons fini par commander nos entrées en silence. Je ne pouvais plus supporter ça, je lui ai dit que je retournais dehors pour chercher l'autre restaurant. Je l'ai laissé manger ses entrées pendant que je parcourais toute la rue sous un soleil accablant. Rien. J'ai poussé toutes les portes et ce restaurant n'existait plus. Il n'y avait qu'un seul bâtiment auquel je n'avais pas accès, fermé avec des ouvriers et des travaux en cours. Je suis retourné au restaurant, j'ai fini mon repas, profondément troublé. Nous avons payé et j'ai dit à ma fille que je voulais quitter Hot Springs. Pendant qu'elle conduisait, je me suis affaissé contre la portière, me sentant isolé, comme si elle et moi n'avions pas vécu la même réalité. J'ai tenté d'en parler, mais elle s'énervait à chaque fois. Nous avons fini notre road trip sans autre incident, et elle est arrivée sans problème à l'université. Mais cette expérience m'a fait remettre en question ma compréhension du réel. J'y ai pensé pendant des semaines. D'autres personnes ont-elles vécu des phénomènes inexpliqués à Hot Springs ? Existe-t-il une explication même théorique à ce qui m'est arrivé ?